48 heures et le sort d'un pays bascule. Le document promet 5,6 milliards de dollars, mais exige 70% de l'or national. Une offre qui ressemble à une formalité, alors qu'elle redéfinit l'image, l'économie et la capacité de décider sans tutelle. Que vaut ce marché quand Ibrahim Traoré privilégie la dignité et quand les couloirs du pouvoir savent que le refus peut ouvrir sanctions, isolement diplomatique et pression monétaire? Derrière la négociation, une seule équation demeure: accepter et céder ou refuser et tenir avant que le silence numérique ne devienne lui aussi une déclaration. Ce récit promet une lecture rigoureuse d'un choix resserré par le temps, les chiffres et les rapports de force. Comprendre l'enjeu aide à lire le présent et anticiper l'avenir collectif. C'est là qu'intervient l'enjeu immédiat, qui consiste à mesurer trois risques principaux: la perte de contrôle sur une ressource stratégique, l'érosion de la capacité décisionnelle et l'instauration d'un précédent difficile à refermer. Tient en trois risques mesurables: la perte de contrôle sur une ressource stratégique, l'érosion de la capacité décisionnelle et l'installation d'un précédent régional difficile à refermer. À cela s'ajoute un pari politique: transformer une contrainte financière en levier de souveraineté sans rompre l'équilibre interne. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni un symbole abstrait ni un acteur isolé. Il incarne un point de convergence où s'alignent contraintes budgétaires, signaux diplomatiques et attentes sociales. Il est donc crucial de comprendre que la promesse est claire: démêler ce qui relève de l'ultimatum, ce qui relève de la négociation et ce qui relève d'une recomposition plus profonde de l'ordre économique. Les faits seront présentés sans extrapolation, en suivant la chaîne cause vers effet, vers conséquences observables. Le lecteur saura ainsi distinguer les coûts immédiats des bénéfices structurels et mesurer ce qui se joue réellement quand un État dit non sous pression maximale. À ce moment-là, la révélation se fait à 6h30. Deux pages, 70% de l'or national exigé ou 5,6 milliards de dollars à verser sous 48 heures. Ce chiffre ne décrit plus une option financière. Il déclenche une rupture qui force chaque acteur à se positionner immédiatement et sans zone grise. À partir de cet instant, la décision d'Ibrahim Traoré cesse d'être hypothétique et devient un nœud de causalité observable. Ce contexte nous permet d'éclairer la brutalité de l'ultimatum. Depuis plusieurs mois, une équipe de géologues burkinabés, appuyée par des experts coréens, travaille discrètement dans le nord du pays. Les premières analyses indiquent un gisement d'ampleur inhabituelle. Lorsque des anomalies apparaissent sur des relevés satellitaires étrangers, l'information circule rapidement entre capitales. Ce qui était perçu comme un état prévisible devient soudain un acteur capable de redéfinir ses marges d'autonomie. La chaîne se met alors en place. Découverte discrète, détection extérieure, inquiétude stratégique, pression diplomatique chiffrée. Dans les chancelleries, la lecture diverge selon les intérêts. À Washington, l'ultimatum vise à rappeler une hiérarchie implicite. À Paris, les analystes redoutent un précédent dans le Sahel. À Londres, les marchés de l'or anticipent une instabilité sur les flux futurs. À Ouagadougou, en revanche, la discussion se déplace rapidement. Il ne s'agit plus d'une dette ou d'un accord, mais d'une capacité à décider sans transfert forcé de souveraineté. Ce déplacement de cadre est central. L'offre paraît administrative, presque neutre, mais chaque ligne transporte un risque immédiat: perdre une ressource stratégique, fragiliser l'autorité politique ou accepter un signal de soumission durable. C'est dans cet espace resserré que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension structurante.
non par la rhétorique, mais par le simple fait de maintenir l'option du refus comme choix rationnel. À partir de là, la suite n'est plus une négociation classique, mais un enchaînement de causes et d'effets difficilement réversibles. Dans les premières heures, le centre de gravité se déplace vers un espace rarement visible, l'entourage immédiat du pouvoir. Les ministres sont convoqués sans annonce publique. Les chefs militaires reçoivent des consignes préparatoires. Et les responsables des mines relisent des clauses techniques devenues soudain décisives. Cette phase intermédiaire est si brève, c'est dit, mais elle produit déjà des effets mesurables. L'État se comporte comme s'il avait déjà choisi tout en maintenant le silence. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un orateur que comme un chef d'orchestre, attentif au rythme et au timing. Deux microcas rendent ces impacts concrets. Le premier se déroule dans une mine de l'ouest du pays. Lorsque la rumeur de l'ultimatum se diffuse, les équipes techniques interrompent brièvement les machines pour écouter la radio locale. Il n'y a ni panique ni contestation immédiate, mais un silence dense. Les ouvriers évaluent d'où ce que représenterait l'abandon de 70% de l'or national, non en termes abstraits, mais en emploi, en continuité de travail et en dignité professionnelle. Ce moment, bref, signale que la décision dépasse déjà les cercles politiques. Le second microcas apparaît dans une université de Ouagadougou. Des étudiants organisent une discussion improvisée autour des implications de l'ultimatum. Ils ne connaissent pas encore la décision finale, mais perçoivent qu'un choix imposé au Burkina Faso pourrait créer un précédent régional. La souveraineté cesse d'être un concept théorique pour devenir un sujet de débat quotidien. Ce glissement est révélateur. La politique quitte le sommet pour irriguer la base. Ces signaux précoces convergent vers un même constat. Avant toute annonce officielle, la société commence à intégrer l'hypothèse du refus. Le choix, encore implicite, produit déjà ses premiers effets cognitifs et sociaux. Dire non devient pensable. Et c'est précisément cette bascule mentale, plus que l'acte formel, qui modifie l'équation de départ. Avant l'ultimatum, les flux d'informations minières circulaient sans friction apparente et les accès aux données stratégiques suivaient des protocoles hérités de longues années de coopération asymétrique. Après, tout s'accélère en quelques heures. Le premier geste survient à 7 heures du matin. Un décret bref verrouille les bases de données minières et coupe les accès internationaux. Ce basculement numérique n'est pas symbolique. Il marque le passage d'une posture d'attente à une logique d'action. Les opérateurs étrangers comprennent immédiatement qu'un seuil a été franchi sans communiqué ni conférence. La séquence suivante s'enclenche presque simultanément. Les forces armées reçoivent l'ordre de sécuriser les axes menant aux zones aurifères. Les convois se déploient en silence, les postes de contrôle apparaissent au carrefour stratégique et la circulation est redirigée. L'État agit vite, non pour démontrer sa force, mais pour réduire l'incertitude opérationnelle. Le message est clair pour les observateurs avertis. La négociation, si elle existe encore, ne se fera plus sous contrainte d'accès. Cette phase transforme un choix politique en réalité logistique. À la mi-journée, la montée en intensité atteint un point critique. Des unités spécialisées, les entraînées discrètement depuis des mois, reçoivent leur première mission officielle: sécuriser physiquement les sites miniers. Aucun signe ostentatoire, aucune déclaration martiale. La consigne est fonctionnelle, presque administrative. Pourtant, à l'extérieur, l'interprétation change de registre. Ce déploiement est lu comme une escalade car il matérialise une cohérence entre paroles potentielles et actions concrètes. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de provoquer, mais d'aligner les moyens sur l'hypothèse du refus. Le climax ne vient pas d'un affrontement visible, mais d'un vide.
Les flux d'informations provenant des sociétés minières occidentales s'effondrent. Les tableaux de suivi, habitués à une visibilité quasi permanente, deviennent soudain muets. Ce silence numérique agit comme une déclaration politique non verbale. À Washington, Londres et Paris, les cellules de crise se réunissent. Les hypothèses se multiplient précisément parce que les données manquent. L'absence d'information crée une incertitude stratégique plus déstabilisante qu'un discours hostile. Dans l'après-midi, une apparition publique brève change la tonalité. En direct, Ibrahim Traoré s'exprime sans emphase, tenant un dossier officiel. Sa phrase est courte et structurante. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Elle ne détaille ni plan, ni calendrier, mais elle donne une grille de lecture morale à l'ensemble des gestes déjà posés. Cette cohérence rétroactive transforme la séquence technique en récit national. À Ouagadougou, les réactions se propagent rapidement des quartiers aux radios locales. Les premières ondes de choc apparaissent alors. Les rues se couvrent de slogans, les universités prolongent les débats entamés et les équipes minières reprennent le travail avec la certitude d'une protection renforcée. À l'extérieur, l'inquiétude grandit face à un possible effet domino régional. La séquence se referme sur une réalité nouvelle. L'ultimatum n'est plus un document isolé, mais le déclencheur d'un enchaînement irréversible où chaque action appelle la suivante. Le pays est entré dans une phase où le temps ne joue plus contre lui, mais avec lui. Avant la rupture, la situation de référence est claire et largement documentée. Le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, un volume qui représentait près de 14% du PIB et plus de 70% des exportations nationales. Cette structure plaçait l'économie dans une dépendance forte aux circuits extérieurs, tant pour la commercialisation que pour la captation de valeur. Après la décision, le premier écart apparaît rapidement. 3 mois plus tard, la production brute recule d'environ 18%. Pris isolément, ce chiffre semble confirmer les scénarios pessimistes. Mais il ne décrit qu'une surface. Le second indicateur modifie la lecture. Dans le même intervalle, les revenus domestiques issus de l'or doublent. La raison est de mécanique. La disparition des commissions étrangères et des frais d'intermédiation transfère la valeur vers l'État. Autrement dit, moins de tonnes extraites, mais une part nationale bien plus élevée. Cette inversion révèle un principe simple. La rentabilité brute augmente lorsque le contrôle s'exerce sur l'ensemble de la chaîne. Ce delta ne relève pas d'un pari idéologique, mais d'un effet comptable immédiat observable dans les comptes publics. Le troisième chiffre concerne les flux financiers. 100 jours après l'annonce, environ 62% des paiements extérieurs ne transitent plus par le dollar, basculant vers des mécanismes alternatifs. Cette évolution réduit l'effet de levier monétaire des pressions extérieures. Elle n'élimine pas les contraintes, mais elle les redistribue. Pour Ibrahim Traoré, ce déplacement n'est pas présenté comme une rupture totale, mais comme une diversification accélérée. Le système gagne en marge de manœuvre, même s'il perd en confort opérationnel. Ces trois données, prises ensemble, dessinent une trajectoire cohérente. Oui, la production baisse temporairement. Oui, les circuits traditionnels se contractent, mais en parallèle, la valeur captée localement augmente et l'autonomie financière progresse. Cette combinaison explique pourquoi les prédictions d'effondrement immédiat ne se matérialisent pas. Les banques locales, annoncées fragiles, montrent une résistance inattendue. Les dépôts augmentent, signe que la population ne fuit pas le système. Les files devant les guichets s'allongent davantage pour déposer que pour retirer. L'écart entre attentes extérieures et comportements internes devient alors un indicateur en soi. Les institutions financières internationales parlent de modèles risqués en soulignant la volatilité future.
Les économistes du Sahel, eux, insistent sur la consolidation interne. Les chiffres servent ainsi de miroir idéologique. Les mêmes données alimentent deux récits opposés. Ce désaccord n'annule pas les risques, mais il montre que la lecture dépend du cadre choisi. Au centre de cette bascule, et la décision d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage. Les statistiques ne sont pas mobilisées pour prouver une victoire, mais pour démontrer une capacité à tenir sous pression. Chaque indicateur raconte la même chose. La transition est coûteuse, mais elle n'est pas chaotique. Et c'est précisément cette stabilité relative, dans un contexte annoncé comme explosif, qui oblige désormais les observateurs à revoir leurs hypothèses initiales. Deux lectures opposées structurent désormais le débat international, chacune suffisamment cohérente pour mériter un examen sérieux. La première, portée majoritairement par des analystes financiers occidentaux, considère la rupture comme un risque systémique élevé. Selon eux, la sortie accélérée des circuits traditionnels fragilise mécaniquement la capacité d'importation d'un pays enclavé. Ils soulignent la baisse d'environ 12% des réserves de change, qui rend plus coûteux l'achat de machines industrielles, d'équipements énergétiques et de pièces détachées. Dans cette perspective, la souveraineté affichée masque une vulnérabilité logistique. Sans accès fluide aux marchés internationaux, la croissance pourrait s'éroder et créer des tensions sociales différées. Le second argument du même camp concerne le temps long. Même si les revenus domestiques augmentent à court terme, la baisse de production pourrait peser sur la balance commerciale à moyen terme. Les critiques rappellent que l'or n'est pas seulement une ressource budgétaire, mais aussi un actif de crédibilité internationale. En réduire le volume exporté risquerait d'affaiblir la capacité de négociation future. Leur raisonnement repose sur une logique classique. L'autonomie sans intégration comporte un coût croissant avec le temps. Face à cette lecture prudente, un second camp, composé de plusieurs économistes africains et régionaux, développe une analyse inverse. Pour eux, la douleur économique initiale n'est pas une anomalie, mais le prix structurel de la souveraineté. Il rappelle que pendant des décennies, la dépendance au financement extérieur a été perçue comme normale, alors qu'elle limitait la captation de valeur. Dans cette optique, la fuite de certains investisseurs étrangers n'est pas un échec, mais une recomposition nécessaire. Elle libère un espace pour des acteurs nationaux et régionaux longtemps marginalisés. La réponse Stillman s'appuie sur les données disponibles sans les absolutiser. Oui, les réserves de change reculent et les importations ralentissent, mais simultanément, les revenus domestiques doublent, les investissements internes progressent et les dépôts bancaires augmentent. Ces éléments ne réfutent pas les risques évoqués par le premier camp, mais ils en limitent la portée. Les deux lectures coexistent sans s'annuler. L'une insiste sur les coûts immédiats, l'autre sur les bénéfices structurels. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un pari aveugle, ni comme une certitude idéologique. Elle s'inscrit dans une zone intermédiaire, accepter des frictions à court terme pour tester une trajectoire où la résilience interne devient une variable centrale. La question n'est donc plus de savoir qui a raison aujourd'hui, mais quelle lecture résistera le mieux à l'épreuve du temps. Lorsque l'allocution inattendue traverse les écrans, l'effet dépasse largement la sphère émotionnelle. En quelques phrases, Ibrahim Traoré déplace le cadre d'analyse. Le pays n'est plus décrit comme acculé par un ultimatum, mais comme un acteur qui choisit le terrain sur lequel il accepte d'être jugé. Cette bascule n'ajoute aucun fait nouveau, elle réordonne ce qui existe déjà. Les gestes techniques posés plus tôt trouvent soudain une cohérence lisible, et le silence numérique prend valeur de message.
Le détail souvent négligé apparaît alors au grand jour, la vitesse d'exécution. En moins de 12 heures, les accès sont verrouillés, les sites sécurisés et l'espace narratif maîtrisé. Pour plusieurs chancelleries, ce n'est pas le refus en soi qui inquiète, mais la capacité démontrée à agir sans délai. Le précédent change de nature. Il ne s'agit plus d'un pays qui proteste, mais d'un État qui anticipe. Ce midpoint transforme aussi la lecture régionale. Si une telle manœuvre, c'est possible ici, elle devient pensable ailleurs. Les observateurs cessent de demander si la décision est tenable et commencent à se demander combien de temps le système global pourra l'ignorer. À partir de ce point, l'histoire ne progresse plus par hypothèse, mais par conséquence en chaîne. Les effets de la décision ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils se déploient selon quatre arcs distincts, chacun révélant une facette différente du basculement en cours. Pour l'État, la première conséquence est une reprise de contrôle opérationnel. La centralisation des données minières et la sécurisation physique des sites réduisent la dépendance informationnelle. Les marges budgétaires restent contraintes, mais la capacité à arbitrer sans injonction extérieure s'élargit. Dans cette phase, l'autorité publique échange une part de confort financier contre une cohérence stratégique accrue. Le coût est visible, mais la ligne de décision devient lisible. Pour les entreprises locales, le choc ouvre un espace inédit. Longtemps cantonnée à des rôles secondaires, elle bénéficie d'une réorganisation des chaînes d'extraction et de services. Les mécanismes de sous-traitance évoluent et une part croissante de la valeur reste sur le territoire. Cette dynamique ne crée pas une prospérité immédiate, elle installe plutôt des conditions de montée en compétences. Les entrepreneurs ajustent leurs attentes, moins d'accès rapide au capital extérieur, mais davantage de prévisibilité dans les règles internes. À moyen terme, cette stabilité relative devient un avantage comparatif discret. Pour la population, les effets sont ambivalents. Certaines régions ressentent des lenteurs d'importation et une hausse ponctuelle des prix. D'autres perçoivent des signaux positifs, notamment à travers l'augmentation de l'investissement public et des programmes de formation. Les débats s'intensifient dans les universités, les quartiers et les médias locaux. La souveraineté économique cesse d'être un slogan abstrait pour devenir une expérience quotidienne, faite de compromis et d'ajustements. Cette appropriation sociale explique pourquoi les comportements bancaires restent donc stables, voire confiants. Pour l'environnement géopolitique, enfin, la décision agit comme un révélateur. Les capitales occidentales parlent de précédents risqués, tandis que plusieurs États africains observent avec attention. L'idée d'une coordination régionale gagne en crédibilité, non par effet d'annonce, mais par calcul défensif. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient une variable structurante du débat, non parce qu'il impose un modèle, mais parce qu'il démontre qu'une option longtemps jugée impossible peut être mise en œuvre. Ces quatre conséquences ne s'additionnent pas mécaniquement, elles interagissent. Les tensions extérieures renforcent la cohésion interne, tandis que les ajustements internes modèrent les chocs extérieurs. Le résultat n'est ni un succès éclatant, ni un effondrement annoncé. C'est une zone intermédiaire, instable mais active, où chaque acteur réévalue ses marges. Et c'est précisément cette reconfiguration graduelle, plus que le refus initial, qui redéfinit aujourd'hui la place du pays dans l'équation régionale. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant de variables encore mobiles. La réaction des puissances extérieures, la solidité des ajustements internes et la constance des soutiens régionaux. Le scénario de base prolonge la dynamique actuelle.
La croissance se maintient à un niveau modéré, porté par une captation domestique accrue de la valeur aurifère. Les circuits alternatifs de paiement continuent de s'étendre sans remplacer totalement les mécanismes existants. Les importations restent plus lentes mais gérables. Dans cette configuration, l'État privilégie la stabilité et la prévisibilité au prix d'une expansion plus prudente. Le scénario optimiste suppose une consolidation plus rapide. Les partenariats non occidentaux se structurent, apportant investissements ciblés dans l'énergie, les transports et l'extraction. La coopération régionale réduit les frictions logistiques et les chaînes de valeur locales gagnent en efficacité. La diversification monétaire progresse, améliorant la résilience face aux chocs externes. Cette trajectoire transforme la décision initiale en levier de repositionnement régional. Elle ne supprime pas les contraintes, mais elle les convertit en opportunités d'apprentissage et de montée en gamme. Le scénario pessimiste émerge si la pression extérieure s'intensifie. Des sanctions financières ciblées et un accès restreint aux équipements pourraient provoquer une contraction plus marquée de la production. Les tensions sociales augmenteraient dans les zones les plus exposées au ralentissement d'importation. La crédibilité des mécanismes alternatifs serait mise à l'épreuve et la coordination régionale pourrait ne pas suffire à compenser l'isolement. Le pays resterait fonctionnel, mais dans un climat de vigilance permanente et de marge réduite. Ces scénarios ne sont ni exclusifs ni figés. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les territoires. L'enjeu analytique n'est donc pas de prédire un résultat unique, mais d'identifier les seuils critiques. Accès aux équipements clés, maintien de la confiance bancaire et continuité des investissements productifs. C'est à ce niveau que la décision portée par Ibrahim Traoré sera évaluée, non sur ses intentions, mais sur sa capacité à ajuster la trajectoire lorsque les paramètres changent. À ce stade, la crise cesse d'être uniquement un objet d'analyse et commence à produire des effets différenciés selon la position de chacun. Le premier groupe directement concerné vit l'ajustement au quotidien. Commerçants, familles et jeunes diplômés ressentent les frictions liées aux importations plus lentes, mais observent aussi l'émergence d'opportunités locales. Certains secteurs s'adaptent rapidement, d'autres plus lentement. L'expérience n'est ni homogène ni linéaire, mais elle installe une nouvelle normalité où l'incertitude est compensée par une perception accrue de contrôle collectif. Le second groupe, composé d'observateurs engagés, universitaires, analystes, acteurs associatifs, aborde la situation comme un laboratoire. Les débats se multiplient autour de la souveraineté économique, de la gestion des ressources et des limites des modèles hérités. Pour eux, le cas burkinabé n'est pas un exemple à copier, mais un terrain d'apprentissage. Les arguments circulent, se contredisent, s'affinent. Cette effervescence intellectuelle traduit un déplacement du centre de gravité. La réflexion ne se contente plus d'importer des cadres d'analyse. Elle en produit de nouveaux ancrés dans l'expérience régionale. Le troisième groupe, plus distant, observe avec curiosité. Il ne subit pas directement les effets, mais il est interpellé par la portée symbolique du refus. L'idée qu'un pays enclavé puisse redéfinir ses marges sans s'effondrer questionne des certitudes anciennes. Pour ce public, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne moins comme un modèle que comme un déclencheur de questionnement sur la justice économique et l'équilibre des rapports de force. Ces trois cercles ne se superposent pas, mais ils convergent vers une même interrogation. Jusqu'où un choix collectif peut-il transformer une contrainte en trajectoire viable et que révèle-t-il des marges de manœuvre souvent sous-estimées? La sortie durable de la séquence d'ultimatum ne repose pas sur un geste unique, mais sur une méthode articulée autour de plusieurs actions coordonnées, chacune définissant qui agit, quand
Et comment mesurer l'avancement? La première étape consiste à consolider la maîtrise des ressources. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les ministères en charge des mines et de l'énergie lancent un audit complet des sites stratégiques avec un horizon de 6 mois. L'indicateur est simple, la part des exploitations placées sous contrôle opérationnel national, vérifiable par des rapports internes croisés. La deuxième étape vise la sécurisation énergétique. Une task force mixte réunissant ingénieurs, militaires et économistes initie des projets solaires et hybrides pour réduire la dépendance aux importations. Le critère de suivi n'est pas idéologique mais quantifiable. La proportion d'électricité produite localement et injectée dans le réseau national. Cette transition conditionne la capacité industrielle à moyen terme. La troisième étape concerne la coopération régionale. Des réunions trimestrielles avec les partenaires du Sahel structurent un espace économique commun. Chaque session doit produire un résultat mesurable, qu'il s'agisse du volume d'échanges intra-régionaux, du nombre de corridors sécurisés ou d'accords douaniers simplifiés. L'objectif c'est d'amortir les pressions extérieures par la mutualisation. La quatrième étape engage directement la population. Le ministère de l'Éducation coordonne des programmes de formation accélérés dans l'agriculture, les mines et les technologies. L'impact se mesure par le taux d'insertion professionnelle et la montée en qualification des jeunes diplômés. Ce volet assure la continuité humaine du projet. Pris ensemble, ces axes dessinent une feuille de route cohérente. Aucun ne fonctionne isolément. Leur efficacité dépend de leur synchronisation et c'est cette cohérence opérationnelle, plus que la vitesse, qui déterminera la capacité du pays à transformer un refus sous pression en trajectoire soutenable. Dans la mémoire collective, deux scènes continuent de se répondre. Celle des ouvriers qui interrompent leur machine pour écouter la radio et celle des étudiants réunis autour d'un document dont chaque ligne semblait peser plus lourd que les précédentes. Ces images, apparues dès les premières heures, n'ont jamais quitté le récit. Elles rappellent que la décision ne s'est pas jouée uniquement dans les bureaux, mais dans la capacité d'un peuple à comprendre ce qui lui était demandé. À travers elle, le refus cesse d'être abstrait et devient une expérience partagée. Avec le temps, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité. Elle ne se superpose pas à la société, elle agit comme un relais. Le choix politique trouve un écho parce qu'il rejoint une attente diffuse, ne plus voir la souveraineté réduite à une variable négociable. Le récit n'élève pas un homme au-dessus des autres. Il met en lumière une cohérence entre des gestes ordinaires et une décision stratégique. Ce retour au point de départ éclaire l'essentiel. La crise n'a pas seulement révélé un rapport de force internationale, elle a mis à nu un seuil intérieur. Un pays accepte ou refuse de se définir par ce qu'il cède. Et dans cette séquence, une phrase s'impose, concise et durable. La dignité n'a jamais été un compromis négociable. Lorsque la poussière retombe et que l'actualité se déplace, il reste une matière plus lente à travailler, le sens que chacun donne à ce moment. Ce récit n'impose ni verdict ni modèle. Il propose un cadre pour réfléchir à ce que signifie décider sous contrainte et à la manière dont une société transforme une pression extérieure en débat intérieur. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle s'est déroulée ici, dépasse la géopolitique immédiate. Elle interroge le rapport entre ressources, pouvoir et consentement collectif. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comparer. Comparer les mécanismes à l'œuvre ailleurs, interroger les dépendances que l'on tient pour acquises, observer comment un refus redessine des marges souvent jugées inexistantes. Chacun peut y trouver un point d'entrée différent. L'économie, la souveraineté, la psychologie collective ou la temporalité des choix politiques.
La conversation reste ouverte. Elle gagne à être partagée, discutée, enrichie par des points de vue contradictoires et informés. Non pour conclure trop vite, mais pour mieux comprendre ce que révèle un tel moment sur l'état du monde et sur nos propres seuils d'acceptation. Qu'est-ce que cette histoire change concrètement dans votre manière de lire les rapports de force actuels?